Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Le magazine Gala lance des interviews vidéo sur la vie privée des politiques. Jean-Jacques Bourdin visé par une nouvelle plainte d'agression sexuelle. Le Parisien Week-end consacre un long dossier sur 50 Françaises inspirantes. On en parlera avec la rédactrice en chef. Et puis cette question, la série Plus belle la vie va-t-elle s'arrêter sur France 3 ? Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Alors ils ont surtout regardé TF1 qui était large leader de la soirée avec le retour de Léo Mattei. On en parlait hier, le lancement de la saison 9. 4 830 000 téléspectateurs. C'était 22,4% de part d'audience. En deuxième place, M6 avec Pékin Express qui garde des chiffres stables et satisfaisants. 2 320 000 téléspectateurs. C'était 12,4% de part d'audience. En troisième place, c'était France 3 avec le film 9 mois ferme avec Sandrine Kiberlin et Albert Dupontel qui a réuni 1 799 000 téléspectateurs. Et puis à noter un score très faible pour France 2 et Élysée 2022 qui invitait hier Yannick Jadot. Seuls 1 290 000 Français ont regardé l'émission. Europe 1 Culture Média. On ouvre ce journal avec de la politique, ou plutôt autour de la politique. Le magazine Gala lance une nouvelle série d'interviews. L'objectif, faire parler les candidats à la présidentielle de leur vie privée. Quel était votre métier ? Quelle était la profession de vos parents ? Que faites-vous de votre temps libre ? Que savez-vous cuisiner ? Voilà quelques exemples des questions qui sont posées par la rédaction de Gala dans cette nouvelle série vidéo intitulée Le CV politique. Les principaux candidats à la présidentielle et quelques ministres actuellement en poste ont été invités à se plier au jeu de cette interview. Chaque vidéo dure environ 5 minutes. À l'origine de ce nouveau format, Candice Nedelec, la chef de la rubrique politique de Gala, on lui a demandé quel était l'objectif de cette interview et si tous les candidats invités avaient accepté de répondre à ces questions. L'intérêt, c'est de faire mieux connaître les candidats à la présidentielle et les ministres en exercice, montrer un peu leur part intime et les faire un peu fendre l'armure et les faire sortir des éléments de langage pour qu'ils nous parlent un peu d'eux, qui sont les hommes et les femmes derrière ces éléments de langage et ces formules, ces punchlines. Il a fallu les convaincre. Certains ont accepté, certains pas encore, certains ont réservé leurs réponses, certains peut-être voulaient voir ce que ça donnait sur leurs petits camarades, donc les plus courageux se sont lancés et on a la plupart d'entre eux quand même qui ont accepté. Dans la première vidéo publiée sur le site, c'est Jean-Luc Mélenchon qui déroule son CV professionnel et personnel. Le candidat s'est notamment confié sur sa fille, sur sa petite fille à qui il interdit de lui donner un surnom, ou encore sur le permis de conduire qu'il n'a jamais passé. Extrait. J'ai une fille. J'ai été peur très très jeune. Ah oui, une petite fille, 14 ans. C'est Jean-Luc, ou grand-père. C'est absolument interdit de me donner quelques surnoms, raccourcis et appellations. Non, j'ai eu très tôt conscience du fait que j'étais beaucoup trop distrait pour pouvoir d'une manière responsable conduire. J'ai eu des Solex et des mobylettes à un nombre qui était le désespoir de mes parents, parce que j'en ai détruit je ne sais combien de fois. J'ai eu des accidents de toutes sortes, j'ai eu de la chance. Au passage, il avait déjà confié à Magali Berda, qu'on recevait la semaine dernière, qu'il n'avait jamais passé son permis de conduire. Absolument, mais on apprend aussi dans cette vidéo, et ça vous n'êtes peut-être pas au courant, que la sœur aînée de Jean-Luc Mélenchon était, je cite, une chipie, selon lui, ou encore que le candidat cuisine à merveille les coquillettes au beurre. Est-ce que vous le saviez, ça, Philippe ? Non, et ça me manquait. 2 interviews seront postées chaque semaine sur le site de Gala jusqu'aux élections. Alors je précise que les vidéos en entier sont réservées aux abonnés, mais certains extraits seront disponibles sur les réseaux sociaux du magazine. Alors, vous reconnaissez le générique de Plus belle la vie et peut-être devez-vous bien en profiter car le Figaro annonce la fin de cette série emblématique de France 3. Après 4500 épisodes et 17 ans de présence quotidienne sur France 3, le feuilleton devrait s'arrêter définitivement à la fin de cette saison, en décembre prochain, selon nos confrères. Nous avons contacté France Télévisions qui n'a pas confirmé cette information. La direction du groupe a confié aux Parisiens qu'elle avait simplement rouvert les discussions sur cette série, comme c'était le cas il y a 2 ans. Alors depuis quelques années, il faut dire que les audiences de cette série sont en baisse. Si elle attirait en 2016 encore plus de 4 500 000 Français, le nombre de téléspectateurs a presque été divisé par 2 aujourd'hui. Une baisse d'audience qui s'explique notamment par l'arrivée d'autres fictions quotidiennes à la même heure sur les autres chaînes. Depuis 2017, TF1 diffuse en access Demain nous appartient, puis Ici tout commence. Et de son côté, France 2 diffuse quotidiennement depuis 2018 Un si grand soleil.
À noter que si Plus belle la vie est diffusée sur une chaîne du service public, la série est produite par Newen, la filiale de production du groupe TF1. Oui, donc l'argent du service public va dans les comptes de TF1, alors que je précise, le feuilleton de France 2, Un si grand soleil, est produit, lui, par France TV Studio, c'est-à-dire en interne. Autre arrêt probable dans l'actualité des médias, Énergie 12 pourrait mettre fin à sa collaboration avec Jean-Marc Morandini. Il était arrivé à l'antenne de la chaîne en 2012 avec le talk show Vous êtes en direct. Depuis, Jean-Marc Morandini a présenté plusieurs émissions comme Retrouvailles, Crime, Héritage ou encore Urgence. À la tête de plusieurs primes, il était devenu une figure phare de Énergie 12. Mais selon Le Parisien, l'animateur devrait quitter la chaîne de la TNT à la fin de cette saison. En cause, un coup de gueule de l'animateur qui n'avait pas plu à la direction de Énergie 12. En novembre dernier, Jean-Marc Morandini avait exprimé en direct son désaccord avec le choix de la chaîne de ne pas reconduire son émission Retrouvailles. Reste la question de savoir si on va se retrouver en 2022. Alors pour être très honnête, c'est plutôt mal parti, puisque la direction de Énergie 12 nous a dit il y a 6 jours qu'ils ne souhaitaient pas renouveler cette émission Retrouvailles pour faire des économies. Je pense qu'il y avait sans doute d'autres choses à sacrifier avant dans cette grille de programme, des choses qui font pas vraiment d'audience. En tout cas, c'est le choix d'Énergie 12. Inutile de vous dire que je regrette cette décision. À noter aussi que les audiences de ces émissions sur Énergie 12 sont beaucoup moins bonnes qu'à ses débuts. Aujourd'hui, un prime de Crime rassemble en moyenne moins de 400 000 personnes. C'est une baisse de 50% en 5 ans. Dans l'actualité également, une nouvelle plainte d'agression sexuelle a été déposée contre le journaliste Jean-Jacques Bourdin. Et quelques semaines après la plainte déposée par la journaliste Fanny Agostini contre Jean-Jacques Bourdin pour tentative d'agression sexuelle, une nouvelle femme a déposé plainte mercredi au commissariat du 16e arrondissement de Paris. Elle dénonce des faits d'agression sexuelle, d'exhibition sexuelle et de harcèlement. Nos confrères du Parisien ont recueilli les propos de cette plaignante. Les faits remonteraient à 1988. La femme était alors standardiste dans l'entreprise Media Training où Jean-Jacques Bourdin travaillait ponctuellement. Quels faits lui sont reprochés ? Eh bien, le journaliste lui aurait proposé de l'emmener visiter les locaux de RTL où il travaillait également. Et dans sa voiture, il aurait sorti son sexe et pris la main de la jeune fille de 26 ans pour la poser dessus. Selon elle, il lui a ensuite proposé 2000 francs en échange de services sexuels. La femme, qui a aujourd'hui 61 ans, accuse également le journaliste de s'être masturbé devant elle à plusieurs reprises dans les locaux de son entreprise et de l'avoir appelé tous les jours pendant 2 semaines. Alors les faits sont aujourd'hui prescrits, mais une enquête a été ouverte par le parquet. L'avocate de Jean-Jacques Bourdin a affirmé à France Info que son client était innocent. Et on termine ce journal des médias avec le Parisien Week-end. Le magazine consacre aujourd'hui un dossier aux Françaises influentes. Elles sont avocates, artistes, militaires, chefs d'entreprise ou scientifiques. Certaines sont célèbres, d'autres inconnues du grand public. Toutes ont en commun une belle carrière. Dans son supplément magazine de ce week-end, le Parisien propose un dossier spécial sur ces 50 femmes issues de différents secteurs. Christine Monin, la rédactrice en chef porteuse de ce projet, nous explique pourquoi il était important pour le journal de mettre la lumière sur ces femmes françaises aujourd'hui. Il y a quelques semaines de la présidentielle, on a 5 femmes qui sont dans la course et pas sur les plus petits partis. On a aussi désormais 3 femmes à la tête d'entreprises du CAC 40. Et puis 5 ans après MeToo, on voit aussi que la parole des femmes s'est libérée et pas seulement sur la question des violences sexuelles. Donc en ça, on est dans un moment de bascule. Et en même temps, on est en France, au XXIe siècle, et on a encore des inégalités qui persistent, que ce soit des inégalités salariales, en termes de précarité de l'emploi aussi. Voilà, donc des inégalités qui persistent. Donc ça, c'était important, voilà, de se poser la question de la place des femmes et de mettre en lumière des femmes qui sont investies, audacieuses, innovantes. Parmi ces femmes, le Parisien Magazine a dressé des portraits de célébrités issues de différents domaines comme Amélie Mauresmo, la jeune influenceuse Léna Situation, la rabbine Delphine Orvilleur ou encore la journaliste Marie Portolano. D'autres femmes ne sont pas encore connues, mais le Parisien affirme qu'elles feront parler d'elles dans les prochaines années, comme par exemple dans le milieu de la gastronomie, de la cybersécurité, du cinéma ou même de la Formule 1. Ah. Christine Monin nous explique comment ces 50 femmes ont été sélectionnées par la rédaction. Alors en fait, on a travaillé avec l'ensemble des journalistes du Parisien et du Parisien Week-end, donc à peu près 400 journalistes, qui nous ont fait remonter chacun dans leur domaine. Les femmes qui, selon eux, se distinguaient dans leur domaine, allaient compter dans les prochaines années. Voilà, donc on a reçu beaucoup de propositions, je dirais autour de 300, 400, et puis là-dedans, on a ensuite fait un tri pour en garder 50. Alors des fois, c'est un peu frustrant parce qu'il y en a vraiment plein qu'on aurait voulu mettre encore dans ce dossier. Et puis, on a aussi veillé à la variété des parcours de ces femmes, à la variété de leurs origines, de leurs âges, qu'on ait vraiment un panel de la société française, enfin, du point de vue féminin.
Ce dossier spécial de 37 pages est à retrouver dans le Parisien Week-end. Il est déjà en kiosque depuis ce matin et accessible en ligne sur le site du Parisien. Et je précise que dans la Formule 1, comme dans l'équitation, les hommes et les femmes sont mélangés. Il n'y a pas de catégorie en fonction du sexe et tout le monde attend une femme en Formule 1. Merci Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. C'est gratuit, c'est sur europe1.fr. À lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end.